craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée avec le réveil à l'ouest. Et exceptionnellement, ça sera aussi la dernière matinale de la semaine car comme vous devez le savoir, on va faire des émissions sur mesure et en direct pour le West City Park qui aura lieu demain et le West Park qui aura lieu vendredi et samedi. Alors on a besoin de temps pour préparer tout ça. Et puis ensuite, nous récupérons une semaine. Donc après ce réveil à l'ouest, la prochaine émission aura lieu le 27 octobre. Bref, assez parlé, profitons de cette heure ensemble. Alors au programme, vous allez avoir d'abord la météo, un point sur la circulation au Havre, l'interview d'Anis Gernidos, la présidente de l'association Histoire d'esclavage vers l'apaisement. Elle a répondu aux questions de Manille. Et ensuite, vous allez avoir la chronique Éco-Geste, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Le groupe de rock Rest Up. Il est actuellement 8h02 sur Westrack Radio. On commence tout de suite avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, le magasin Roche-Beaubois va fermer et liquide ses stocks de meubles. L'enseigne d'ameublement et de décoration française a décidé de supprimer son magasin de la rue Victor Hugo au Havre. Une liquidation des stocks a commencé samedi 11 octobre. Proposant d'importantes remises, il doit théoriquement fermer le lundi 8 décembre. Interrogé, un membre du groupe indique que cette décision est liée à une insuffisance de clientèle, en ajoutant que le magasin de Barentin, près de Rouen, allait reprendre le portefeuille de celui du Havre. Jadis installé rue Paul Doumer au Havre, Roche-Beaubois avait ensuite été présent durant de longues années sur la zone commerciale de Gonfreville-Lorcher, puis il avait fait le choix d'un autre décor, d'un retour dans la ville phare de l'agglomération, dans ses locaux de 1000 m² de la rue Victor Hugo, en plein centre-ville. Le magasin avait ouvert en 2016, prenant la place qu'avait occupée jusqu'en 2014 un autre créateur et vendeur de meubles, Interiors. Et avant lui, une partie du grand magasin des Nouvelles Galeries. Viendrez-vous visiter la maison d'enfance de Claude Monet à Sainte-Adresse ? À Sainte-Adresse, la villa du Coteau, maison de jeunesse de Claude Monet, s'apprête à renaître. La municipalité a décidé d'acheter la demeure pour y monter un projet consacré au maître de l'impressionnisme et l'ouvrir au public. La belle demeure se niche dans la petite rue Charles d'Alencourt, juste après la mairie et le parc de la Roseraie. Impossible de la manquer. Un portail en bois vert, un grand parc de plus d'1 hectare aux arbres centenaires, un petit panneau discret qui explique pourquoi et comment Claude Monet a vécu dans cette maison. Forcément, lorsque les héritiers ont décidé de vendre la maison, la municipalité a tout de suite réagi. Nous étions tous d'accord pour préserver cette maison et son histoire. Ce lieu emblématique va reprendre vie en devenant une maison des illustres, un label du ministère de la Culture. Poursuit le maire. Un peu sur le modèle du Clos Lupin à Étretat consacré à Maurice Leblanc, le conseil municipal a validé la dépense et le compromis de vente est désormais signé. Le prix d'achat fixé par les domaines s'élève à 1,6 million d'euros dont une partie sera subventionnée. Avec le soutien de la Fondation Monet de Giverny, du Musée des Impressionnismes Giverny, de la région, du département et de la Fondation du Patrimoine, la ville prépare un projet qui fera dialoguer art, patrimoine et émotion. La vente n'est pas encore effective, il faudra pour cela attendre la fin de l'année, puis les premiers travaux qui commenceront début 2026 dans le jardin. Il ouvrira au public dans l'année, celle du centenaire de la disparition de Claude Monet. Au même moment, le MUMA du Havre présentera une grande exposition Monet au Havre du 5 juin au 27 septembre 2026.
Montivilliers, budget participatif, 7 projets d'habitants en lice pour un vote citoyen. Mobilité, environnement, sport, culture ou convivialité. À Montivilliers, les citoyens sont invités jusqu'au 19 octobre 2025 à faire leur choix parmi 7 projets imaginés par des habitants de la ville. Un budget de 25 000 € sera consacré à la réalisation d'une partie d'entre eux. Un appel à projets organisé de janvier à mai 2025 a permis de recueillir de nombreuses idées, expose la collectivité, des idées qui ont été étudiées dans leur faisabilité technique, juridique et financière par les services municipaux. Avant d'être examinés par des commissions municipales, ensuite, 7 projets ont été retenus pour cette première édition par le maire, explique la ville. Des projets au coût prévisionnel variable portant sur l'amélioration du cadre de vie et qui illustrent des thématiques variées, souligne-t-on en mairie. On citera un parcours ludique pour l'apprentissage du vélo avec panneaux pédagogiques et zones de circulation. Du côté du gymnase Christian Gand, pour un total de 15 000 €. Un mur d'expression pour graffeurs sont en cours pour 3 000 €. Un four à pain traditionnel dans le jardin de Buglis pour 3 000 € aussi. Une cabane en osier vivant pour sensibiliser les enfants à la nature et leur offrir un espace de jeu évolutif au parc Béthanie pour 500 €. Des râteliers à vélo près des commerces en centre-ville et à Belle Étoile pour 2 600 €. Des agrès sportifs en bois dans le secteur du chemin de la vallée constituant un parcours santé pour promouvoir le sport accessible à tous. Enfin, une aire de jeu pour enfants, parc Georges Brassens. La sélection finale sera déterminée dans la limite de l'enveloppe disponible par un vote citoyen déjà ouvert et ce jusqu'au 19 octobre. Pour y participer et choisir leurs 3 projets favoris, les habitants peuvent se rendre sur le site internet de la ville, sur l'application Montivilliers et moi ou en mairie afin d'y remplir un coupon. Basket, Ligue 2 féminine, corrigée par Voiron, les Havraises accusent le coup. Plombées par un premier quart-temps catastrophique, les joueuses du STB sont restées sans réaction samedi 11 octobre 2025 contre Voiron, 46-69, concédant leur 3e défaite en autant de journées. La marche était encore une fois trop haute. Surclassée par une formation voironnaise dimensionnée pour la montée en Ligue féminine, les Havraises sont comme lors des 2 journées précédentes reparties bredouille samedi dernier. La troupe de Laurent Chamu plonge déjà dans le doute. Des pertes de balles à n'en plus finir, des lay-ups faciles ratés et même une faute antisportive de sa capitaine Jasmine Mamouni. Ça ne pouvait pas plus mal commencer pour le STB mené de 20 points avant la fin du premier quart-temps. Chamu renforçait alors sa défense afin de limiter un peu la casse, mais la pauvreté offensive de son équipe restait la même. Le STB est lanterne rouge au terme des 3 premières journées. Et enfin, football, Coupe de France, Cocrioville assume son statut et élimine Fécamp. Pensionnaire de Régional 2, Fécamp n'a pas pu créer l'exploit 0-3 face à Cocrioville de National 3 ce samedi 11 octobre à l'occasion du 5e tour de la Coupe de France. Sur une pelouse difficile, les erreurs techniques se sont succédées dans les premières minutes et les duels, surtout aériens, étaient plus intenses les uns que les autres. Le HCS prenait peu à peu le contrôle du jeu, commettait moins d'erreurs dans les transmissions et concrétisait sa supériorité 1-0. Cocrioville avait le contrôle du ballon et gérait bien son avance sans être confronté à de grandes offensives adverses et doublait la mise sur un penalty de bas, 0-2 à la 73e, avant de tuer définitivement le suspense sur une contre-attaque de Zegoudi, 0-3 à la 83e minute. 8h09 sur Westrack Radio, on passe à la météo. Au Havre, ce matin, le ciel sera clair ou presque, avec quelques nuages légers par endroits. On attend des températures comprises entre 11 et 13 degrés. Cet après-midi, le temps sera globalement agréable avec des éclaircies et quelques nuages. On attend des températures autour de 15 à 16 degrés dans l'après-midi. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Et en ce qui concerne la mer maintenant, la marée haute a eu lieu tôt ce matin vers 5 heures.
Et à 11h20, la mer sera basse. Et en fin d'après-midi, une autre pleine mer est attendue vers 17h, atteignant 6 mètres. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Après la météo et les infos, on part en musique pour écouter 2 nouveautés sur Westrack Radio. Dans quelques minutes, vous entendrez Cogno de la Vida Bohème et tout de suite, c'est Star Feminine Band avec la chanson Bowofen Obiri. Belle matinée sur Westrack, il est 8h11.
8h18, merci de votre fidélité. C'est toujours Margot avec vous sur Westrack Radio dans Le Réveil à l'Ouest. On va maintenant jeter un œil sur la circulation. Alors à Civita, ça bouchonne aussi ? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre, ça bouchonne bien un peu partout, hein. Franchement là, quand je regarde sur la carte, je ne vois que du rouge. Alors on va faire une petite liste de là où ça bouchonne. Déjà au Havre, en entrée de ville, sur le boulevard de Leningrad, ça bouchonne, ainsi que sur la rue de Verdun, sur le boulevard Jules Durand, au niveau aussi du boulevard Winston Churchill. On remarque aussi sur la rue Denis Papin un embouteillage important, ainsi que sur la rue Demidoff et la rue Aristide Briand. Quand on continue en direction de la mer, on voit un embouteillage sur le cours de Lafayette, sur la rue Jules Le Seine, ainsi aussi qu'au niveau de la rue Gabriel Péri. Ensuite, quand on regarde sur le reste de la carte, un petit peu plus haut, donc en ville haute, on remarque donc un embouteillage sur toute la rue du 329e régiment d'infanterie, juste à côté du fort de Tourneville. Pareil au niveau de la rue Kronstadt, sur la rue de la Cavée Verte, sur la rue Georges Laforie et aussi sur une rue perpendiculaire au boulevard Albert Ier, sur la rue Guillemard. Voilà, ça bouchonne un peu partout ce matin au Havre. Beaucoup de circulation, surtout restez bien prudents. On continue maintenant, donc à Sainte-Adresse, on voit aussi qu'il y a un pare-choc contre pare-choc sur la rue du Général de Gaulle, sur l'avenue du Bois-au-Coq, ainsi que sur la rue Irène Joliot-Curie. Eh bien, idem, ça bouchonne ce matin, c'est fortement ralenti. Pareil aussi sur la rue Louis Blériot, à côté du stade Yuri Gagarine, ainsi que sur Octeville-sur-Mer, aux alentours de la départementale 147, et aussi sur la départementale 6382 de Fontaine-la-Mallée au Havre. Quand on regarde donc sur les autres départementales, on remarque que sur la départementale 489, à côté de Montivilliers, près donc de la galerie commerciale La Lézarde et l'hôpital Jacques Monod, à cet endroit-là, ça bouchonne bien. Pareil donc sur Montivilliers même, hein, sur l'avenue La Belle Étoile, au niveau de l'avenue du président Wilson et aussi au niveau de l'avenue de Nordhorn. On va regarder sur les axes plutôt autoroute maintenant. Sur l'A131, ce matin, il y a un fort ralentissement au niveau de Gonfreville-Lorcher, aux alentours donc de l'A131. Quand on continue avec la jonction de la 29, là, rien à signaler, ça roule bien. Et sur le pont de Normandie, eh bien, c'est fortement ralenti. Il y a encore beaucoup de monde, soyez bien prudents. On continue sur l'A131, on va voir le pont de Tancarville, on passe devant Sandouville, Saint-Vigor-d'Imonville, la Serlangue, ça roule bien. Quelques ralentissements avant le pont et sur le pont aussi en lui-même, mais mis à part ça, ça ne bouchonne pas. Ça pourrait bouchonner un peu plus tard avec le flux qui s'intensifiera. Donc dans l'ensemble, soyez bien prudents ce matin, ça bouchonne un peu partout. N'hésitez pas à lever le pied si vous remarquez quoi que ce soit. Anaïs Gernidos a fondé il y a peu une nouvelle association sur l'histoire de l'esclavage et c'est Mani qui l'a interviewée pour Westrack Radio. 8h22. Bonjour à tous, bienvenue sur Westrack. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Anaïs Gernidos, une figure havraise incontournable du travail de mémoire sur l'esclavage. Arrière-petite-fille d'esclaves, vous êtes née à Fort-de-France dans les années 50 et êtes arrivée au Havre à la fin des années 70. Après avoir présidé Havre, Mémoire et Partage, vous lancez aujourd'hui une nouvelle structure, Histoire d'esclavage vers l'apaisement. Une association qui porte un titre fort et un projet clair, explorer les liens entre Le Havre et la traite négrière et travailler une mémoire commune, apaisée, mais lucide. Anaïs Gernidos, bonjour. Bonjour Mani, merci de me recevoir. Parlez-nous un peu de votre nouvelle association. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir ce nouveau chapitre ?
C'est de façon à resserrer un petit peu plus sur la compréhension et l'explicitation des liens entre les Antilles et notamment la Martinique et le Havre. Parce que tout me ramène vers la Martinique en fait, dans les archives, dans les livres. Et lorsque je parcours la région, il y a des liens très très forts et très très anciens avec la colonisation en fait, depuis 1635. Et ça m'a intéressé de comprendre de manière plus précise comment cette mémoire-là vivait encore en Martinique et au Havre. Le Havre a été bombardé, donc les traces, elles ont disparu. Il faut les chercher, il faut de la patience. Et la chance que j'ai, c'est d'être née en Martinique. Et quand je trouve un nom dans les archives, ça me parle aussitôt. Et je fais le lien avec la Normandie. Les Antillais que nous sommes ignorent totalement cette particularité-là de notre histoire. La première vague de colonisation martiniquaise et guadeloupéenne, elle est normande. La première souche de population est normande. Et comme il n'y avait pas de recensement avant 1660, quand les colons normands sont arrivés, moi ça m'intéresse de retrouver les traces, de retrouver les noms, de retrouver les vestiges de cette mémoire-là, pour justement restituer une identité peut-être un peu plus fine, un peu plus subtile, un peu plus large. Dans le nom de l'association, il y a le mot apaisement. Que mettez-vous derrière ce terme ? Ça vient du fait que je remarque que ce sont des questions qui sont facilement inflammables. Et moi, je pars du principe que nous ne sommes pas comptables des erreurs de nos pères. Père P-A-I-R-S ou Père P-E, accent grave, R-E-S. Et l'importance du dialogue, c'est de justement essayer de comprendre cette mémoire collective. Parce que nous sommes des sang-mêlés. Et des deux côtés de l'Atlantique, il y a des réponses, mais il faut les chercher. Non, c'est vrai que certains diront que ce travail de mémoire, il réveille des blessures, mais vous auriez plutôt tendance à penser que c'est une manière d'aller de l'avant. Ah ben absolument, on a une blessure, si on ne s'en occupe pas, on ne peut pas la réparer. Et ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup d'approximations qui sont liées à l'ignorance ou à la méconnaissance. J'étais dans ce cas-là. Aujourd'hui, il y a un travail énorme qui a été fait pour mettre à la disposition des gens qui veulent savoir des documents qui nous permettent de comprendre. Et quand on va dans les documents, eh bien, les choses sont tellement complexes. Il y a un livre qui m'a vraiment bousculé, c'est le livre de Frédéric Réjean qui s'appelle Les Libres de couleur. Lorsque vous lisez ce livre, vous vous rendez compte que l'histoire de la colonisation aux Antilles n'est pas faite de deux strates, les blancs et les noirs. Il y a toute cette strate des libres de couleur qui eux aussi possédaient des esclaves. Donc ça tempère complètement la manière clivante de regarder cette histoire-là et de la lire en noir et blanc. Vous dites que la transmission de cette mémoire collective, elle est essentielle parce qu'elle nous oblige à réfléchir au respect de la différence. Et selon vous, qu'est-ce qui relie directement l'esclavage et le racisme qu'on retrouve aujourd'hui en France ? C'est la manière dont l'assignation des Noirs a été organisée à partir d'ordonnances royales qui ont désigné ces peuples africains à cette place-là. Quand il est dit à la controverse de Valladolid que les Noirs n'ont pas d'âme mais les Amérindiens, oui, et ça va justifier la mise en esclavage massive. Ensuite, le monde est chrétien et l'Église elle-même donne l'autorisation de la traite et de l'esclavage. À partir du moment où ce sont les deux grandes puissances, la royauté et l'Église, qui va donner l'autorisation au peuple européen de faire de la traite, on peut expliquer que 4 siècles ou 5 siècles plus tard, le regard des gens soit conditionné. Il faut du temps pour décoloniser les imaginaires des gens. Et vous pensez qu'en mettant l'accent sur ce travail de mémoire, ça peut éliminer ces discriminations ? Je pense que c'est en dialoguant, en expliquant, qu'on fait tomber les a priori. Depuis que je fais ce travail, je suis amenée à souvent aller dans le pays de Caux. Il n'y a pas de diversité dans ces villages reculés. Donc les gens, ils ont une manière de vous regarder parce que vous êtes une curiosité quelque part. Et ils interrogent votre différence. Et je remercie d'ailleurs les associations et les enseignants qui me demandent de venir rencontrer les élèves. Et selon vous, qu'est-ce qu'un bon travail de mémoire ? Quelles sont les conditions pour qu'il soit juste ? J'ai envie de vous dire l'apaisement, la patience, l'acceptation que c'est comme ça, en n'utilisant pas de violence. Nous qui sommes des descendants de ces personnes qui se sont levées l'arme au poing pour gagner leur liberté, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre d'être dans cette violence-là. Je pense que c'est une histoire qui est tellement lourde et qui est tellement complexe qu'elle mérite qu'on l'aborde avec beaucoup de pondération et beaucoup de tempérance. Depuis 2006, chaque 10 mai est Journée nationale des mémoires de la traite et de l'esclavage.
Est-ce que selon vous, cette commémoration, elle est exécutée correctement en France ? La loi de Madame Taubira, elle permet en effet de faire un travail qui n'était pas fait. Et ça, bravo. Et c'est justement l'article 2 sur lequel on s'appuie pour pouvoir légitimer notre travail à aller dans les écoles quand on nous y invite pour pouvoir parler de ce crime contre l'humanité. Aujourd'hui encore, certaines municipalités mettent en place ce qu'il faut pour célébrer cette journée du 10 mai et d'autres pas. Là encore, on s'aperçoit que c'est long, que les gens n'ont pas la même ouverture d'esprit peut-être, ou la même curiosité, ou la même envie d'ouvrir à plus de tolérance et à plus d'humanité. Quand vous évoquez les grandes familles havraises impliquées dans la traite, est-ce que vous sentez encore aujourd'hui des résistances ou même des tabous ? Alors, les grandes familles, je ne les connais pas personnellement. Ce dont je peux témoigner, c'est le fait que certaines sont venues me rencontrer. Des descendants d'armateurs qui sont venus à notre rencontre. Je ne vous cache pas que c'était un moment extrêmement émouvant parce que ces personnes-là, elles ont hérité d'une histoire qui est encombrante. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une compréhension de la difficulté de se débrouiller de cet héritage-là. Et je me rappelle avoir rencontré l'année dernière une descendante Bégoin, et elle a 35 ans, c'est une jeune femme, une artiste. Elle me dit, mais vous vous rendez compte, Anaïs, il y a mon nom sur Wikipédia, mais c'est horrible. Elle m'a fait l'honneur de me montrer son arbre généalogique et ça part de son nom et ça remonte directement, c'est sa mère. Et ensuite, ça remonte jusqu'au comte Bégoin et les Fouaches. C'est incroyable, c'est incroyable. Et ensuite, nous sommes allés à la maison de l'armateur ensemble. Je ne sais pas qui d'elle ou de moi était la plus touchée. C'est horrible comme situation parce que cette jeune femme, elle est obligée de faire avec une histoire qu'elle n'a pas créée en fait. Et Le Havre, justement, par ce passé avec la traite négrière et tout ce qui s'ensuit, est-ce que selon vous, la ville a-t-elle une responsabilité particulière dans ce travail de mémoire en comparaison avec d'autres ? Je pense que c'est une responsabilité identique à toutes les villes qui se sont livrées à la traite et au commerce triangulaire. Le crime est le même, quelle que soit la ville, que ce soit Nantes, Bordeaux ou La Rochelle ou quoi que ce soit. Maintenant, chaque ville a sa manière de mettre en place le travail de mémoire pour pouvoir justement faire œuvre de réparation. Votre association veut sortir des sentiers battus. Oui. Visite au musée du textile de Bolbec, au Oui. cimetière de Gruchel-Vallas, Oui. parcours ombre et lumière avec des podcasts intégrés aux plaques de rue. Pourquoi est-ce que c'est si important de renouveler les formes de transmission ? Parce qu'on peut s'assoupir et être dans un discours redondant. Vous savez, l'intérêt, c'est de regarder de manière un peu subtile, un peu fine, où ça s'insinue, parce que la cannelle, le sucre, le cacao, la vanille, c'est la base de la pâtisserie antillaise. J'étais loin de me douter de l'histoire qu'il y avait derrière. Et donc aujourd'hui, j'ai envie d'amener les gens, les enfants par exemple, à regarder de manière un peu plus fine comment c'est rentré dans nos vies. Et comment aujourd'hui encore ça nous accompagne. Et comment est-ce qu'on adapte le discours à des publics aussi différents ? Ça se fait naturellement. On se rend compte que l'autre comprend ou ne comprend pas. À ce moment-là, on va chercher la porte d'entrée, en fait, pour pouvoir rentrer en relation avec l'autre. L'intérêt, c'est qu'on dialogue, qu'on se comprenne. C'est pas un monologue. Voilà, l'intérêt, c'est de trouver l'angle qui permet de se rencontrer, en fait. Et ça me ramène à votre question de tout à l'heure, l'apaisement. Si vous êtes dans une posture offensive, vous faites peur aux gens, et vous êtes dans une posture de revendication. Je revendique rien, moi. Je revendique rien. Je dis simplement que je suis un être humain comme l'autre. J'ai une histoire qui est différente, peut-être en lien avec une histoire qu'il ne connaît pas lui-même, et je crée une passerelle. Et on essaie de voir comment on peut se rencontrer, peut-être au milieu de la passerelle, vous voyez ? La rencontre permet la reconstruction. Absolument, absolument. On ne peut pas faire ça tout seul. Il est important de dialoguer pour essayer de peut-être capter l'attention de l'autre à un endroit de lui dont il ne soupçonne pas la sensibilité. En fait. C'est le message que vous essayez de faire passer avec complètement, votre association. On n'obtient pas les choses par la force. C'est contre-productif, ça crée l'inverse. Je n'accepterai pas qu'on me bouscule. Ça ferait monter chez moi de la résistance. Et vous pourriez toujours parler, je ne vous écouterai pas. Donc je me mets à la place de l'autre. C'est pareil, on ne bouscule pas les gens, on les aborde avec respect. C'est la moindre des choses. Merci beaucoup, Anaïs Gernidos, d'avoir accepté notre invitation. D'abord, toutes les informations vous concernant sont disponibles dans la description de ce podcast sur notre site westrack.com.
À bientôt sur Westrack.
sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Vous venez d'entendre Rapture, la nouvelle chanson de Selve. Bon début de journée tout le monde, il est déjà 8h39, c'est l'heure de faire votre chronique quotidienne. L'automne est là, les feuilles rougissent, la nuit tombe plus vite et le temps se fait plus frais. C'est le moment de penser au 31 octobre, à savoir Halloween. À l'origine, une célébration celtique, cette fête se pratique aujourd'hui dans de nombreux pays du monde et notamment en France. Afin d'avoir le moins d'impact sur l'environnement, comment appréhender cette fête de façon éco-responsable ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors dans cette chronique écologique, voici quelques astuces pour passer une journée géniale tout en faisant du bien à l'environnement. On va faire des bonbons, d'abord sans emballage. Très souvent, les sucreries sont enveloppées dans du plastique et parfois un seul tout petit bonbon se trouve dans un emballage individuel. Pour éviter ces déchets inutiles, pourquoi ne pas se tourner vers des friandises vendues en vrac ? Ou plutôt acheter des confiseries dans des boîtes en métal ou en gros pour faire le porte-à-porte avec les enfants, la fameuse chasse aux bonbons, le trick or treat chez les anglo-saxons. On n'hésite pas à leur fournir un sac réutilisable en tissu ou une housse de coussin. Voilà quelques gestes simples pour protéger la planète et profiter de la fête. Astuce numéro 2, des costumes avec 3 fois rien. D'après un article du Guardian, Halloween a engendré en 2019 au Royaume-Uni 2000 tonnes de déchets plastiques provenant des vêtements en polyester d'Halloween jetés, soit l'équivalent de 83 millions de bouteilles plastiques. Face à ce désastre écologique, pourquoi ne pas essayer de faire soi-même son costume ou celui de ses enfants ? Fantômes, sorcières, fées ou démons, de nombreux tutoriels fourmillent sur le web pour facilement fabriquer son déguisement avec peu de matériel. Si on manque de temps ou d'imagination, c'est aussi possible de faire de la récup en fouillant dans ses armoires. C'est vintage et gratuit. De louer son costume, c'est parfait pour éviter les déchets, ou d'acheter celui-ci de manière éthique en pensant à comment le réutiliser. Voilà déjà donc quelques astuces. Dans la prochaine chronique, on s'intéressera aux décorations et aux recettes d'Halloween, toujours de façon éco-responsable, bien sûr. Il est 8h41 sur Westrack. Dans quelques minutes, on va de nouveau faire un point sur les informations locales. Avant ça, on écoute Hotline de Vincent Last Summer. Belle écoute. Gonna get you high first, give me some style. I'm on record, baby, gonna love you for a while. Give me a coffee with you in an affluent place, and then wine all night before I take you away. I got a green in my wallet, got a taste for the king. Plenty more where it comes from if you give me a ring. I want to waste your time, I want to make you mine. I got cash if you got problems, then just give me a sign. Call it a greed, love, whatever you want. I got 6 cars in the garage, but I only need one. I'm on fire, hot, I'm feeling so warm. Gotta get yourself together if you wanna be one. I won't stop to avoid at all costs. We won't ever split
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre, le magasin Roche-Beaubois va fermer et liquide ses stocks de meubles. L'enseigne d'ameublement et de décoration française a décidé de supprimer son magasin de la rue Victor Hugo au Havre. Une liquidation des stocks a commencé samedi 11 octobre, proposant d'importantes remises. Il doit théoriquement fermer le lundi 8 décembre. Viendrez-vous visiter la maison d'enfance de Claude Monet à Sainte-Adresse ? À Sainte-Adresse, la villa du Coteau, maison de jeunesse de Claude Monet, s'apprête à renaître. La municipalité a décidé d'acheter la demeure pour y monter un projet consacré au maître de l'impressionnisme et l'ouvrir au public. Ce lieu emblématique va reprendre vie en devenant une maison des illustres, label du ministère de la Culture. Montivilliers, budget participatif, 7 projets d'habitants en lice pour un vote citoyen. Mobilité, environnement, sport, culture ou convivialité. À Montivilliers, les citoyens sont invités jusqu'au 19 octobre à faire leur choix parmi 7 projets imaginés par des habitants de la ville. Un budget de 25 000 € sera consacré à la réalisation d'une partie d'entre eux. Pour y participer et choisir leurs 3 projets favoris, les habitants peuvent se rendre sur le site internet de la ville, sur l'application Montivilliers et moi ou en mairie afin d'y remplir un coupon. Basket, Ligue 2 féminine, corrigée par Voiron, les Havraises accusent le coup. Plombées par un premier carton catastrophique, les joueuses du STB sont restées sans réaction samedi 11 octobre contre Voiron, 46-69, concédant leur 3e défaite en autant de journées. Et enfin, football, Coupe de France, Cocrioville assume son statut et élimine Fécamp. Pensionnaire de Régional 2, Fécamp n'a pas pu créer l'exploit face à Cocrioville en National 3 ce samedi 11 octobre à l'occasion du 5e tour de la Coupe de France. Résultat 0-3. 8h46 sur Westrack Radio, vous êtes toujours dans Le Réveil à l'Ouest, voici la météo. Ce matin, au Havre, le ciel restera bien dégagé, avec seulement quelques nuages discrets. Les températures se situeront entre 11 et 13 degrés. Dans l'après-midi, le temps restera doux et lumineux, ponctué de quelques passages nuageux. Le thermomètre affichera autour de 15 à 16 degrés. Côté qualité de l'air, l'indice est moyen d'après les relevés d'Atmo Normandie. Et pour la mer, la marée haute s'est produite tôt ce matin vers 5h, avant une marée basse attendue vers 11h20 en fin de journée. La mer remontera pour atteindre 6 mètres autour de 17h. Place à la musique maintenant sur Westrack. C'est Muselière du Canadien Alix Ferns que vous écoutez ce matin, 8h47. Après ce titre, on fera l'agenda sortie. Allô.
craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Cet après-midi, à partir de 18h, rendez-vous à la librairie La Galerne pour la rencontre avec Yvan Jablonka. Dans le livre La culture du féminicide, qui interroge la structure de pensée collective autour du féminicide et de ses représentations omniprésentes, Yvan Jablonka, historien et écrivain, fait un tour d'horizon illustré des féminicides dans le monde et dans notre histoire. Comment le meurtre sexualisé est-il devenu une pièce centrale de nos mythologies et peut-on échapper à cette culture du féminicide ? Ce livre est en quelque sorte le pendant du précédent livre de l'auteur, Des hommes justes. Réservez votre place assise en utilisant le lien disponible sur la page Facebook de La Galerne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Vous êtes toujours dans le réveil à l'ouest, il est déjà 8h52. Avant de se dire au revoir d'ici un peu moins d'une dizaine de minutes, on écoute Real Sensation de Rest Up, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Voilà, c'est le moment pour moi de vous dire à plus tard. Le Réveil à l'Ouest, c'est fini. Votre matinale revient le lundi 27 octobre de 8h à 9h avec toujours plus d'infos locales, de musique et de chroniques.
Pourquoi dans aussi longtemps, me direz-vous ? Eh bien parce que là, nous préparons à fond le West Park, alors nous avons besoin de temps. Donc les émissions quotidiennes, la mienne et celle de Lucie, le Mag à l'Ouest, sautent. Et ensuite, je serai en congé, donc tout ça cumulé, ça nous amène au 27 octobre. En attendant, donc, portez-vous bien, passez une belle journée à l'écoute des programmes de Westrack, le flash des informations locales et internationales, et nationales aussi, sera à 10h. Allez, à bientôt tout le monde, c'était Margot avec vous. On se quitte en musique avec Wither de Fat Dog, 8h56. You better whip up paper before you die. You better